Bonjour Chebeb, comme vous voyez, ici nous avons un résumé des cours de l'alimentation stabilisée. Alors, elle permet d'avoir une alimentation continue à partir d'une source de tension qui est alternative. Alors pour cela, il faut réaliser quatre fonctions, ce que vous voyez ici. Alors la première fonction, c'est adapter, c'est la fonction réalisée par un transformateur. Donc on va adapter l'amplitude de la tension aux besoins d'utilisation. Par exemple, si vous avez une source de tension de, de 220 volts, et vous voulez une tension de par exemple 5 ou bien 12 volts en amplitude, alors on va réaliser la fonction adaptée. La deuxième étape, c'est convertir cette tension alternative en une tension dite redressée ou bien continue. C'est grâce au redresseur. Alors le redresseur est réalisé par des diodes. Alors on peut utiliser par exemple 4 diodes qu'on voyait ici. Hein. Et ça, c'est un montage appelé pont de Gretz. La troisième fonction, c'est la fonction filtrée, c'est-à-dire on va essayer de réduire au maximum les ondulations de la tension redressée. Donc voilà la tension filtrée. Et la dernière, d'abord cette fonction est réalisée par un condensateur. Et la dernière fonction, c'est la fonction stabilisée qui est réalisée par des diodes Zener ou bien par un régulateur. Et on peut avoir à la sortie une tension parfaitement lisse et stabilisée. Bien sûr, voilà le schéma de base. Alors, la fonction adaptée, réalisée par un transformateur, la fonction redressée par 4 diodes, la fonction filtrée par un condensateur, la fonction régulée, il est réalisé ici par un régulateur à 78-12. Alors 78 pour les tensions positives et 79 pour les tensions qui sont négatives. Alors, généralement, on vous demande de calculer la valeur moyenne. Alors, tout simplement, la valeur moyenne de la tension de sortie est égale à 2 Vmax sur pi. Pour le transformateur, on vous demande de calculer le rapport de transformation qui est égal à la tension I2 à vide sur I1 est égal aussi N2 sur N1 et est égal à l'inverse des courants, c'est-à-dire I1 sur I2. Alors, si on prend par exemple, ça c'est un extrait de l'examen national 2011, session de rattrapage. Alors, tout simplement, il vous demande d'écrire la fonction de chaque bloc. Voilà, le premier bloc c'est un transformateur qui convertit une tension 220 volts en 24 volts. Alors la fonction réalisée c'est isolée bien adaptée. Le deuxième symbole c'est un pont de Gretz, donc c'est un redresseur, il permet de réaliser la fonction redressée. Le troisième bloc c'est un filtre et le dernier bloc là c'est un régulateur, donc il permet de réguler la tension. Alors concernant l'extrait par exemple que vous voyez ici en 2019, session de rattrapage, alors il vous demande de dessiner ou bien de compléter le schéma d'un pont de Gretz en insérant les diodes dans le bon sens. Voilà, c'est ce qu'il demande généralement. Alors le deuxième cours c'est le moteur à courant continu. Alors nous avons parlé sur le moteur à courant continu, c'est un convertisseur d'énergie électrique en énergie mécanique. Il est constitué d'un induit, c'est-à-dire le rotor, et d'un inducteur, c'est-à-dire le stator. Alors généralement l'induit peut être soit un aimant ou bien un électro-aimant. Alors dans ce cas-là, nous avons l'inducteur est constitué par un électro-aimant. Alors on va avoir dans la fonction, dans le bilan de puissance, la puissance d'excitation, voilà, qui est égale dans ce cas-là IE fois IE. Et cette puissance, sous forme de perte par effet Joule d'inducteur qui est égal IE fois E. Alors ici, il ne faut pas oublier l'équation caractérisant l'induit qui est égale U est égal E plus R fois I. Hein. U est égal à E plus R fois I, puisqu'il s'agit d'un fonctionnement moteur. Et ça, vous le connaissez bien sûr, la force électromotrice E est égale à K fois le flux fois la vitesse de rotation. Et on sait bien que la machine fonctionne toujours à flux constant. Donc on peut écrire E est égal à K' fois oméga. Alors concernant le couple électromagnétique, alors il dépend des courants. Donc, on a le couple est égal K fois le flux fois I. Et à flux constant, bien sûr, le couple est égal à la constante du couple K' fois I.
Voilà, le rendement, c'est toujours la puissance utile sur la puissance absorbée. Donc voilà ici un extrait du baccalauréat du 2018. Alors, question 25, valeur de la force électromotrice et détection de la vitesse de rotation. Alors, la valeur de la force électromotrice, c'est à partir de la loi de May. E est égal à U moins R fois I. Et E aussi, on sait bien que E est égal à K fois la vitesse de rotation. Alors la constante de vitesse, généralement, elle est donnée. Ensuite, calculer la puissance développée par le moteur. On sait bien que la puissance, elle est égale le couple fois la vitesse. Alors, le hacheur série. Alors, le hacheur, c'est un convertisseur qui permet de convertir une tension continue de valeur moyenne fixe à une tension continue de valeur moyenne variable. Alors, elle est réalisée soit par un transistor ou bien un thyristor. Alors, dans le schéma, on a une inductance et une diode. Alors, l'inductance, c'est pour lisser le courant et la diode, c'est pour appeler diode de relais, c'est pour dissiper l'énergie emmagasinée par la bobine. C'est généralement pour protéger le hacheur. Alors, concernant les formes d'onde, surtout de la tension, alors, lorsque T se trouve entre 0 et alpha T, l'interrupteur H est fermé. Donc, on a UC est égal U et UH est égal 0. Voilà les formes d'onde, ça, vous le connaissez. Bien sûr, nous avons expliqué ça. Alors, il faut se concentrer sur le calcul de la valeur moyenne de la tension de sortie qui est égale à alpha fois I, avec alpha est appelé le rapport cyclique. Alors, elle est égale à T1 sur T. Voilà. Concernant le moteur asynchrone, aussi c'est un convertisseur électromécanique, c'est-à-dire il permet de convertir l'énergie électrique en énergie mécanique. Voici son symbole. Il est constitué aussi d'un stator et d'un rotor. Alors, le stator est constitué de trois enroulements qui peuvent être couplés en étoile ou bien en triangle. Ça dépend de la plaque signalétique. Alors, par exemple, la plaque signalétique que vous voyez ici, on a le symbole triangle. Hein. À côté des symboles, on a une valeur de 220 volts et le symbole de découplage étoile. Et à côté du symbole, on a une tension de 380 volts. Alors cela signifie que on va réaliser un couplage triangle, c'est U. Alors I ici signifie tension composée des réseaux d'alimentation. Alors on va choisir un couplage triangle, c'est U est égal à 220 volts. Ou bien on va choisir un couplage étoile, c'est U est égal à 380 volts. Bien sûr, il ne faut pas oublier le courant correspond à chaque couplage. Alors le couplage triangle, dans ce cas-là, le courant absorbé par le moteur sera de 3,3 ampères. Et dans le cas d'un couplage étoile, le courant est de 1,9 ampères. Bien sûr, la caractéristique mécanique, le couple de démarrage, le point de fonctionnement, c'est l'intersection entre la courbe en bleu qui caractérise le couple moteur et la courbe en marron qui caractérise le couple résistant. Alors, bien sûr, le point de fonctionnement permet de déterminer le couple utile et la vitesse la vitesse de rotation des rotors. Alors, n'oublie pas les expressions de la vitesse du synchronisme. Ns est égal à F sur P. La vitesse des rotors elle est généralement inférieure à Ns, sauf dans le cas du à vide, hein, sont égales. Le glissement il est égal à Ns moins N sur Ns. Et concernant le bilan de puissance, alors la puissance absorbée est égale à la puissance utile plus sigma des pertes. Alors les pertes sont les pertes fer statoriques au niveau du stator. Alors les pertes fer statoriques, les pertes joule statoriques, 3 demi fois R I au carré. Avec R, c'est la tension mesurée entre deux bornes, entre deux faces. Alors il faut faire attention là. La puissance transmise, c'est au niveau de l'entrefer. Alors, il est égal le couple électromagnétique fois oméga S. Alors, au niveau du rotor, on a les pertes Joule rotoriques qui dépendent du glissement et de la puissance transmise. Au rotor, on a la puissance rotorique. Alors, on a les pertes mécaniques et finalement, il reste la puissance utile. Bien sûr, le rendement est égal toujours à la puissance utile sur la puissance absorbée. Alors, concernant les procédés de démarrage, alors nous avons parlé sur ça. Voilà, nous allons commencer par le circuit de puissance d'un démarrage direct. Alors, le minimum d'appareil nécessaire qu'on doit avoir afin de réaliser ce type de démarrage, on a besoin d'un sectionneur. Alors, que vous voyez ici en haut.
Alors, elle permet d'isoler une partie de l'installation afin de permettre à un utilisateur de réaliser les travaux de maintenance en toute sécurité. Ensuite, le contacteur KM1, ça, il permet de réaliser la fonction distribuée, c'est-à-dire ouvrir ou fermer un circuit électrique. Alors, F1, ça, c'est un relais thermique qui permet de protéger le moteur contre les faibles et lentes surcharges, c'est-à-dire les surcharges prolongées dans le temps. Voilà, ça c'est le circuit de puissance. Et dans le circuit de commande, il faut avoir les contacts auxiliaires de chaque appareil. Ensuite, S0 c'est un bouton d'arrêt, S1 c'est un bouton marche. Alors KM1, ça c'est le contact de maintien, bien d'auto-alimentation des contacteurs. Alors, dans le démarrage à deux sens de rotation, alors vous savez que pour changer le sens de rotation, il suffit de permuter deux phases. Alors pour cela, on a besoin d'un deuxième contacteur que vous voyez ici, KM2. Hein. C'est KM1 qui est fermé. On aura par exemple le sens horaire, je sais pas moi, sens 1. Et lorsque KM2 se ferme, on a le sens S2. Alors entre les deux contacteurs, il ne faut pas oublier ce qu'on appelle le verrouillage mécanique. Voilà. Voilà les symboles et les noms de chaque appareil. Vous devez les maîtriser. Ensuite, on a ce qu'on appelle un démarrage étoile triangle. Ça, c'est pour réduire le courant appelé pendant le démarrage du moteur, c'est-à-dire ID. Alors, on a besoin de deux autres contacteurs pour réaliser le couplage. Alors, KM3, ce que vous voyez ici, ça c'est pour le couplage étoile. Et KM2, ça c'est pour le couplage triangle. Et voilà les circuits de commande. Alors, quand vous voyez ici, en 2011, session de rattrapage, alors ils ont demandé de compléter le circuit de puissance, le schéma bien sûr du circuit de puissance. Hein, voilà, quand vous voyez ici, ils ont gardé la troisième phase constante et ils ont permuté la deuxième et la première phase. Aussi ça, on a parlé sur les freins à manque de courant. Hein. Alors, ce sont des freins qui fonctionnent dans l'état l'arrêt du moteur. Voilà. Ce qu'on appelle les freins par manque de courant. Alors, concernant les variateurs de vitesse, alors ils sont constitués de trois blocs, un redresseur, un filtre, un onduleur. Alors, comme vous voyez ici, ça c'est pour les moteurs à courant alternatif, c'est-à-dire moteurs asynchrone. Et on a aussi des variateurs de vitesse pour les moteurs à courant continu, ce qu'on appelle les hacheurs. Alors, un redresseur, comme vous voyez dans ce schéma bloc, hein, on a utilisé un redresseur et un filtre. Ça, c'est juste pour convertir une tension alternative que vous voyez ici, 220 volts alternative, en une tension continue. Mais la variation de vitesse est réalisée par le hacheur, c'est ce qu'on a dit. Alors, ça, c'est un document constructeur que vous voyez ici d'un variateur de vitesse. Alors, le critère le plus important, c'est la puissance du moteur. C'est-à-dire, en fonction de la puissance du moteur, alors vous pouvez choisir la référence convenable. Voilà. Maintenant, concernant l'unité ATC, les capteurs logiques. Alors, on a les capteurs fin de course. Ce sont des capteurs logiques avec contact. Voilà. Normalement fermés et normalement ouverts. Les capteurs inductifs et les capteurs capacitifs et les capteurs magnétiques, ça, ce sont des capteurs sans contact, ils sont caractérisés par une petite portée, hein, quelques centimètres. Alors, il faut maîtriser les symboles de chacun de ces capteurs. Et on a le système barrage, hein, ce sont les capteurs photoélectriques. Ce sont aussi des capteurs sans contact, mais il permet d'avoir une grande portée, c'est-à-dire la portée, c'est la distance entre le capteur et la cible à détecter. Alors voilà, ça c'est un exemple d'un système barrage, c'est un capteur photoélectrique. Les capteurs numériques ou bien les codeurs incrémentaux, alors sont constitués d'un disque que vous voyez ici, et d'un émetteur et d'un récepteur, en fait des émetteurs et des récepteurs. Alors pourquoi la voie A ou bien le signal A et le signal B? Alors nous avons dit que le signal B permet de déterminer le sens de rotation. Par exemple, dans ce cas-là, au front montant du signal A, B est à 0. Donc on va comprendre que ça c'est le sens numéro 1. Et par exemple, dans ce cas-là, au front montant de A, on a B est égal 1. Ça c'est le sens
Ça, c'est le sens numéro 2. Bien sûr, cette configuration, elle est donnée par le fait que les deux pistes dans le disque sont décalées par un quart hein, de période. Voilà. En fonction de ce signal logique obtenu, que ce soit A et B, bien sûr, ce signal a une fréquence. Alors, la fréquence de ce signal, il permet de déterminer, par exemple, la vitesse de rotation d'un moteur. Alors, comme vous voyez, on peut lier mécaniquement le codeur incrémental avec l'axe du moteur que nous voulons détecter sa vitesse. Alors, la relation entre la fréquence et la vitesse de rotation, F est égal à N fois R sur 60. Avec R, elle est appelée la résolution, c'est-à-dire ou bien c'est le nombre de points, ou bien de périodes, ou bien d'impulsions par tour. Alors c'est quoi R? Par exemple, si vous avez un disque, alors que vous voyez ici, c'est le nombre de zones opaques, ou bien le nombre de zones transparentes, ou bien le nombre de trous dans le disque. Hein. C'est le nombre de trous dans le disque. Alors, on vous demande généralement de calculer la précision. Alors, il faut faire attention hein, à la précision, bien ce qu'on appelle le pas angulaire. Et c'est quoi d'ailleurs la précision? C'est la plus petite valeur d'angle θ mesurée par le codeur. Alors, θ, il est égal à 360. Alors, R ou bien N, c'est la résolution. Elle est égale à L sur P. Bien sûr multiplié par un coefficient K. Alors c'est quoi K? Ça c'est le rapport de réduction entre le rouleau et le codeur. Alors L c'est quoi? C'est la conversion du mouvement de rotation en un mouvement de translation. C'est-à-dire pour un tour, il y aura combien de déplacements linéaires? Alors pour un tour, ça c'est le périmètre. Hein? Le périmètre s'obtient en multipliant pi fois le diamètre du rouleau, bien sûr, qui entraîne le moteur. Voilà, cette relation, elle est très, très importante.